Alors pourquoi toutes ces défaites qui s'enchaînent, en tout cas ces revers? Marcel Gauchet, dans votre livre Comprendre le malheur français, vous expliquez qu'on est entré dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, le pouvoir ment. Il ne peut pas dire exactement ce qu'il fait, il ne peut pas dire la vérité. Est-ce que ce serait pour cette raison que François Hollande et Manuel Valls sont si mal jugés aujourd'hui? Ça n'y contribue pas. Il vaut mieux dire la vérité pour recueillir l'assentiment des gens qui sont supposés vous obéir et dont vous êtes supposé être le représentant. Mais je crois que ce mensonge, c'est pas François Hollande qui l'a inventé, il est l'héritier d'un long mensonge qui remonte très loin et il est prisonnier en fait de ce qu'il n'a pas avoué au départ, l'héritage de François Mitterrand poursuivi par ses successeurs et, pour le mettre un nom très précis sur la politique qu'il mène, l'application des engagements européens de la France, tout simplement. C'est là la clé du problème, qu'il n'avoue pas et qu'il l'oblige invinciblement à sortir de l'orbite de la doctrine socialiste au sens très large, sans qu'il puisse aussi l'avouer. Donc on est dans un non-dit complet qui ajoute au mensonge le sentiment de désorientation. Parce que la vérité, on ne sait pas où on va. D'où sort cette loi qui arrive en fin de quinquennat? Si ses motivations sont justes, on aurait pu commencer par elle. Vous parlez de la loi travail? Je parle de la loi travail qui vient s'ajouter à une incompréhensibilité générale de la politique menée, puisque ses motifs et ses buts ne sont pas véritablement avoués. Alors pour vous, Jean-François Kahn, comment vous expliquez cette série de défaites pour François Hollande et pour Manuel Valls, qui en même temps, il faut bien le dire, restent les deux seuls qui, d'après les sondages, auraient une chance, la prochaine présidentielle, de figurer au deuxième tour? Hollande, c'est pas sûr. J'ai pas, parce que ça serait quand même gonflé si je l'avais fait, j'ai pas condamné la politique de Hollande dès mai. J'ai fait un pire raccourci. Dès le jour de l'élection, ça serait quand même gonflé. Non, je disais, attendez, où est le projet? On croyait que quand il se présentait à la présidence, c'était parce qu'il portait quelque chose, qu'il avait un projet pour la France, pour le pays, une vision de la société. Après, on est pour ou contre. Il portait rien, pas de projet. Et je disais, mais regardez, vous êtes parti à 62%, vous êtes arrivé à 52%. Si vous analysez ce résultat, où la droite était majoritaire au premier tour, assez nettement, et la nullité de la campagne, etc., si vous arrivez à vous convaincre que vous avez gagné sur des idées que personne ne connaît, alors si vous jouez au con, ça va être une catastrophe. C'était ça que je disais. Oh, regardez aujourd'hui, vous l'avez dit, il se passe des événements extraordinaires. Extraordinaire. Il y a une recomposition du monde. Le monde craque de partout. Trump, Sanders, les scandales des paradis fiscaux, la Syrie, Daesh, etc. Est-ce que vous pourriez me citer quelque chose que le président de la République a dit depuis 2 mois, et il parle beaucoup, de fort, de profond, qu'on a envie de retenir, qui synthétise tout ça, qui porte, qui ouvre sur cette espèce, qui prend compte de cette espèce de chambardement formidable? Est-ce que vous l'avez pris compte? Personne n'est capable, rien, il n'y a rien de cela. Alors on pourra en dire la même chose de Sarkozy. J'ai lu une chronique de lui sur l'éducation nationale récemment. C'est affligeant, c'est incroyable. C'est un ringardisme, etc. Or, il n'est pas du tout exclu que le choix qu'on présente aux Français soit Sarkozy ou Hollande. En 2017. En 2017, ce n'est pas exclu du tout. Or, est-ce que vous imaginez, compte tenu de ce dont on parle, dont vous allez parler, ce craquement, ce bouleversement, ces choses qui changent, tout ça, est-ce que vous changez? D'abord, la réaction, si on présente ça, vous n'en voulez pas, ça fait rien. Ça fait rien. Mais on n'en veut pas, 80%, on n'en veut pas. Ça fait rien. C'est pas le problème. Mais du coup, un des deux risque d'être élu. Qui que ce soit des deux qui soit élu, avec 70 ou 75% contre lui déjà, qui s'en voudront. J'ai dû les lire, mais j'en voulais pas. Qui se feront violence, qui se détesteront de l'avoir élu. Mais ça sera un cataclysme. Ça sera un cataclysme. Le décalage entre ça
le fait d'avoir dû les choisir eux, qu'on nous a forcé de les choisir eux, et ce dont vous allez parler, l'ampleur de ce chambourdement dans le monde, ça sera un cataclysme. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience. Alors, où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Est-ce que, en attendant le cataclysme, pourquoi tant de défaites les unes derrière les autres? Et est-ce que François Hollande est fini, entre guillemets, comme certains déjà le prétendent? Moi, ce qui m'étonne, c'est pas que le mouvement social il se déclenche actuellement et qu'il affaiblisse le gouvernement, c'est que ça arrive si tardivement. Ça fait quand même 4 ans que l'ensemble des citoyens, des travailleurs se prennent des attaques avec des politiques, des pactes de stabilité, de responsabilité, de compétitivité, où on offre des milliards au patronat, soi-disant pour créer plus d'emplois, mais en réalité, le chômage ne fait qu'augmenter. Ça fait des années aussi que ce gouvernement fait la chasse à l'homme aux migrants, qui renvoie les gens dans des charters et qui s'en gausse dans les communiqués du ministère de l'Intérieur, chaque année se réjouissant d'avoir expulsé de plus en plus de monde. Après les attaques contre les travailleurs et contre les migrants, c'est désormais des attaques liberticides contre tous ceux qui ont le malheur de décider de se bouger pour l'écologie, pour défendre pour défendre les droits des salariés, etc. Donc ce gouvernement, aujourd'hui, la contestation qu'il a en face de lui, il l'a bien méritée, elle aurait pu arriver bien plus tôt. René Frégosi? Oui, d'abord, pour poursuivre ce que disait Jean-François Kahn, déjà en 2012, il y en a beaucoup qui se sont forcés à voter Hollande, hein, donc qui ne l'auraient pas souhaité hein, et qui le regrettaient le jour même où ils votaient. Hein. Bon, mais moi je crois que le grand mensonge, et effectivement c'est l'héritage du mitterrandisme et même au-delà, c'est en fait d'avoir fait croire aux gens qu'on pouvait concilier ce qu'on appelle les deux gauches. Et en fait, le Parti socialiste français n'a jamais assumé d'être social-démocrate, ne s'est jamais affirmé social-démocrate. Jamais il a fait son Bad Godesberg comme le SPD allemand. Jamais il a fait son aggiornamento social-démocrate. Ce qui fait qu'en fait, on est toujours resté mi-chèvre, mi-chou, on a toujours cherché à concilier tout le monde et jamais à affirmer un vrai projet social-démocrate qui est un projet de transformation, un projet réformiste. Moi, je suis socialiste depuis 40 ans, oui, en effet. Alors, j'en ai vu et j'en subis. Je suis en désaccord avec tout, avec mon parti. Mais ça, c'est le seul avantage du Parti socialiste. Vous pouvez être en désaccord avec tout, mais vous comprenez, comme je suis chez moi, que je suis non seulement depuis 40 ans, mais depuis 3 générations au PS, j'y reste parce que c'est chez moi. Mais je suis la seule à être socialiste tendance Léon Blum, c'est-à-dire révolutionnaire, républicaine et réformiste. C'est ça qu'était Léon Blum et c'est ça que nous voulons réanimer avec le printemps républicain. C'est cette social-démocratie qui est, en effet, on y reviendra avec Laetitia, à la fois, suivant la belle formule de Kolakowski, reprise fort justement par Alain Finkielkraut, que j'adore, qui pourrait être ici, mais bon, on le voit souvent, heureusement, c'est bien. Nous sommes, nous, les sociodémocrates, c'est exactement la définition de la social-démocratie. Nous sommes, moi j'inverserais l'ordre des valeurs. Je dirais libéral, socialiste et conservateur. Libéral pourquoi? Comme disait Jaurès, l'essentiel, le but de notre action, c'est la liberté des individus. Socialiste, c'est quoi? L'égalité, le moyen pour arriver à la liberté, ça n'est qu'un moyen pour arriver à la liberté. Et conservateur, conservateur de quoi? Conservateur d'une tradition socialiste, notamment la tradition dreyfusarde, la tradition de la lutte contre l'antisémitisme qui est génétiquement dans le Parti socialiste français et qui est foncièrement républicain. Et conservateur dans le sens où nous insistons sur la transmission de la culture au plus grand nombre, avec, bien entendu, la distribution au plus grand nombre des biens matériels et du pouvoir politique. C'est les 3 piliers de la démocratie et de la social-démocratie. Chantal Mouffe? Écoutez, moi je suis plutôt d'accord avec mon voisin ici. Je dirais même qu'en réalité, c'est pas 4 ans. Ça arrive très tard en France. Moi, je vis en Grande-Bretagne, je voyage un peu en Europe. Et je dois vous dire qu'au moment où il y a eu les mouvements Occupy et Indignados, on se disait tous, mais pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien en France? On était étonnés. Alors moi, l'explication que je donnais à cette époque-là, c'est que, c'était donc avant les élections de François Hollande, je crois que les Français ont encore
foi en la politique. C'est-à-dire, ils pensent encore, contrairement à beaucoup d'autres pays, qu'on peut changer les choses grâce à la politique. Alors, évidemment, c'était à ce moment-là un gouvernement de droite, et on espérait que lorsque les socialistes viendraient au pouvoir, ça allait changer. Donc, c'est ça qu'ils ne sentaient pas la nécessité de manifester en dehors des institutions. Alors, évidemment, après 4 ans de François Hollande, bon, il n'y a plus personne qui a des illusions là-dessus, hein, bien entendu. Donc, il commence à faire ce qu'on a fait en Grande-Bretagne et dans d'autres pays il y a plusieurs années, bon, des mouvements. Moi, je trouve que la Nuit debout, pour moi, c'est surtout un mouvement du type Occupy. Hein, Occupy Wall Street. Occupy Wall Street ou bien Occupy London Stock Exchange, parce qu'on a eu à Londres aussi un mouvement Occupy qui était du même genre. Donc, et c'est un refus du genre de politique que je critique dans l'illusion du consensus, que j'appelle c'est une politique, j'appelle ça la post-politique, c'est-à-dire c'est l'idée qu'en fait il n'y a plus de différence fondamentale entre la droite et la gauche, que la globalisation néolibérale c'est un destin que nous devons accepter. Alors quand un parti social-démocrate arrive au pouvoir, la seule chose qu'il puisse faire c'est d'administrer un peu plus humainement, donc un peu plus de redistribution, mais vraiment la situation qui a été, l'ordre hégémonique qui a été installé par la droite. Bon, alors évidemment, les gens commencent à perdre intérêt dans la politique, parce que quand on va voter, si on n'a pas la possibilité de voter sur des programmes différents, c'est moi je le disais à mes étudiants en rigolant une fois, bon, finalement, quand on va voter, c'est choisir entre Coca-Cola et Pepsi-Cola. Bon, et c'est vraiment ça qui existe depuis très longtemps dans les pays européens. Alors en France, on avait encore la chance, enfin l'espoir que ça pouvait changer. Bon, maintenant, ils se rendent compte que non. Donc, je crois qu'il est temps d'avoir un mouvement un peu plus radical. Laetitia Stroche-Bonnard. Alors, vous dites que François Hollande est peut-être fini. Moi, je pense qu'il n'a jamais commencé. Et en réalité, il a été élu par défaut. On sait très bien qu'il a été élu sur fond d'antisarkozysme extrême et qu'il a été choisi par défaut, même par des gens de droite, qui voyaient une forme de solution à cette droite sarkozyste qui semblait incontrôlable. Et ce que je trouve très étonnant aujourd'hui, c'est que François Hollande fait l'unanimité, en fait. Il fait l'unanimité entre la gauche et la droite. Des gens de gauche qui se disent profondément de gauche ne sont pas contents de son action et estiment qu'il doit être dépassé donc, par des mouvements populaires, des mouvements comme la Nuit debout. Et des gens de droite comme moi le trouvent aussi tout à fait médiocre, mais depuis le début. Et en effet, son programme initial était déjà médiocre. Et certainement que la vraie gauche le trouvait tout aussi médiocre. Donc la discussion que nous avons aujourd'hui, on aurait pu l'avoir il y a 4 ans. Et la question, c'est plutôt pourquoi nous en sommes arrivés là en 2012. Pourquoi les partis produisent ce genre de personnes et même si je ne suis pas d'accord avec les idées du Parti socialiste, par exemple, je pense qu'un parti comme le Parti socialiste mériterait quelqu'un de bien meilleur, qui aurait plus de charisme, qui aurait plus de choses à dire, qui nous représenterait mieux. Parce qu'aussi, à l'étranger, l'image de François Hollande est assez déplorable. Oui. Depuis Léon Blum, pas beaucoup. Mitterrand, c'était quand même... Parlez plus fort, on ne vous entend pas. Oui, bien sûr, mais dans le passé, aujourd'hui, le Parti socialiste produit ce genre de dirigeants. Donc, ensuite, qu'il y ait, disons, un appel à la rue, est une autre question. Et contrairement à vous, je ne pense pas que ce soit forcément un mouvement positif. En tout cas, je trouve qu'il est peut-être une bonne chose que des gens se réunissent pour partager des choses, pour partager une certaine vision. Mais je pense que c'est une illusion profonde de penser qu'on peut contourner les institutions de notre pays. Je pense que si nous ne sommes pas satisfaits avec les institutions de notre pays, il faut les transformer de l'intérieur. Parce que le risque, c'est qu'on ait une sorte d'hydre à deux têtes, en fait, entre d'un côté les mouvements de terrain, donc qui se réclament de la démocratie directe ou participative, et que de l'autre, comme le terrain des institutions est délaissé, les experts prennent le pouvoir. Et je pense d'ailleurs que la création du mouvement d'Emmanuel Macron s'inscrit un petit peu dans cette perspective. Je ne vois pas son mouvement comme un parti, je vois son mouvement comme
la tentative de vouloir récupérer les enjeux et les débats politiques par l'expertise. D'ailleurs, on pense qu'il y a une proximité entre ce mouvement et le think tank Institut Montaigne. Et je pense que c'est un mouvement très dangereux. Et je pense qu'il ne faut pas se détourner du jeu des institutions et de la question des institutions. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question des institutions. D'ailleurs, bon, on va voir ce qui se passe avec la nuit debout. Bon, je trouve de toute façon positif que les gens se réveillent, qu'il y ait la possibilité. Mais je crois que une des évolutions possibles de la nuit debout peut être, disons, bon, pas dangereuse, mais en tout cas peut terminer. Si suivent l'exemple d'Occupy, ben, l'Occupy a été important à un moment donné, et puis ils sont disparus parce que justement, ils ne voulaient pas entrer dans les institutions. Ils ne voulaient pas, et c'était un mouvement tout à fait horizontal, qui ne voulait pas de leader, ne voulait pas de structure, pas de hiérarchie, il ne voulait surtout pas avoir aucun rapport avec les partenariats. Bon, je suis d'accord avec vous, il faut absolument, à un moment donné, avoir la jonction avec les institutions. Alors, ce populisme de gauche que je prône, justement, consiste à faire une articulation entre les mouvements sociaux, la partie horizontale, mais aussi avec bon, ce que les membres de Podemos appellent une machine de guerre électorale. Donc, c'est-à-dire ils veulent jouer à la fois sur le tableau horizontal et le tableau vertical. Donc, et la lutte doit se faire à travers la transformation des institutions. Ça, je suis d'accord. On parlera plus précisément de Nuit debout tout à l'heure, mais revenons sur justement sur l'ambiance dans laquelle s'inscrit ce débat aujourd'hui. On parlait de gauchisation du monde. Alors c'est vrai qu'il y a eu une espèce de gauchisation du monde de 1945 aux années 80 d'abord, et puis ensuite on a parlé de droitisation du monde des années 80 à encore très récemment. Alors est-ce qu'aujourd'hui on aurait commencé une nouvelle gauchisation du monde, à la fois dans la vie intellectuelle, mais aussi de temps en temps dans les urnes? Je vous propose de regarder, c'est arrivé à quelques endroits déjà, on sent qu'il y a une gauchisation. Regardez.